est lancé. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, éloge de la lenteur ou la slow attitude. La slow attitude prend-elle le contre-pied de notre société? Est-il aisé de choisir de reprendre à nouveau le temps? Quelles incidences pour notre vie quotidienne? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. L'éloge de la lenteur ou la slow attitude, cette philosophie a profité de la vie au lieu de lui courir après. Tout le monde y adhère de bon cœur, mais par où commencer? Une ville a voulu faire du slow son credo, celle de Silly, mais qu'a-t-elle de plus à offrir à ses habitants? Corinne Owen, Ilios Kotsou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Ilios Kotsou, vous êtes chercheur en psychologie des émotions à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également cofondateur de Émergence et auteur de nombreux livres. Nous aurons l'occasion effectivement de les découvrir au cours de cette émission. Corinne, vous êtes journaliste aux médias catholiques, à Catobel, et vous avez, avec Jean-Louis, vous avez préparé les reportages de cette émission. Mais d'abord, faut-il aujourd'hui, d'après vous qui avez préparé cette émission, faut-il être slow ? Ben Philippe, il y a 20 ans, je vous aurais dit il faut être vert ou il faut être bio. Et actuellement, je vous dirais en effet, il faut être slow. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être slow? Quand est-ce que tout cela a commencé? Eh bien, c'était à la fin des années 80 en Italie, où un groupe de potes a décidé de réagir parce qu'un fast-food bien connu s'était installé au cœur de leur ville. Et donc, ils ont voulu inciter les habitants à reprendre le goût de mettre des choses qui avaient du sens dans leur assiette et surtout à reprendre le temps de cuisiner. Et alors ça, le slow food était né. Mais ça va vraiment s'étendre à d'autres choses, quoi. Ça va devenir une vraie philosophie, un mouvement avec un M majuscule. Et je vous propose de regarder le reportage qui suit. Cela commence au petit matin, cette course incessante contre le temps qui va nous tenir en haleine la journée entière, avec toujours l'angoisse d'être en retard pour les premiers rendez-vous. Avec un peu de chance, ce midi peut-être pourrons-nous profiter de la pause. Mais si de temps en temps, on inversait la vapeur. Ce jour-là, à Bruxelles, la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmacher réagit. Avec sa troupe, elle décide de jouer avec l'extrême ralentissement en parcourant 5 mètres à la minute. Une occasion de secouer la conscience de chacun. Et sa démarche fait mouche. Petits et grands mettent leurs pas dans les siens, pour le plus grand plaisir des badauds d'ailleurs. Par la lenteur, je crois que notre perception de l'environnement et de mon propre corps change quand je marche lentement. La vitesse, en général, exclut la réflexion. La lenteur permet la réflexion sans exclure le mouvement. Et c'est pour ça aussi que dans certaines pratiques bouddhistes, au lieu d'avoir du zazen, de la méditation en immobilité, on réfléchit en marchant, comme Nietzsche, qui ne pouvait que réfléchir vers la fin de sa vie que en marchant dans la montagne. Si la lenteur ne représente pas un but en soi, détacher nos yeux du chronomètre et modifier notre rapport à la vitesse deviendrait quand même important, histoire de se recentrer sur l'essentiel. Suite à un burn-out, j'ai commencé tout un travail de développement personnel et en fait je me suis rendu compte que j'ai un peu passé mon temps à être à côté de moi et à toujours courir et voilà, cavalier, vivre à 4000 à l'heure et ça m'a coûté la santé. Et donc ici, c'est vraiment ce côté d'outil pour pouvoir l'intégrer dans le quotidien, d'avoir ce côté présence, présence à soi et du coup être beaucoup plus présent aux autres. Je me rends compte qu'avant, on est là sans être là. Et c'est dans ce cours de pleine conscience que Julie est venue chercher les clés qui vont lui permettre d'utiliser son corps et son esprit afin de vivre pleinement l'instant présent. Non pas pour échapper aux pensées négatives qui pourraient à un moment l'habiter, mais tout simplement pour ne pas s'y attarder. Une pratique à expérimenter dans la vie quotidienne et qui semble avoir beaucoup de succès.
Encore faut-il arriver à prendre du temps pour soi. Je suis toujours dans l'anticipation, dans tout ce que je fais. Donc à titre personnel, j'ai besoin d'être un peu plus dans le calme et moins dans l'anticipation. Donc j'ai pensé que la méditation allait me permettre justement d'apprendre et de cheminer dans cette voie. Laurent, est-ce que c'est difficile de ralentir dans la vie de tous les jours? Très, très difficile, surtout quand on a l'habitude de courir, de faire plein d'activités, de faire les choses dans « il le faut et je dois ». Oui, extrêmement difficile. Alors qu'est-ce que vous étiez venu chercher ici? Je ne sais pas trop, la sérénité, trouver une autre manière de voir ma vie et de m'appréhender. Et je pense que j'ai trouvé un début de signification à ma démarche. Refuser la dictature de l'horloge, évoluer à son propre rythme, goûter des moments justes pour nous, se changer pour changer le monde, c'est ce que propose la philosophie de la slow attitude. Iles Coetzee, c'est une nouvelle philosophie de vie, cet éloge de la lenteur, cette slow attitude? Oui, je pense que c'est une attitude qui nous propose de réhabiliter l'expérience pour elle-même, dans un monde qui a tendance à tout instrumentaliser. En fait, lorsqu'on fait quelque chose, aujourd'hui, en général, on le fait pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un objectif qui est derrière, une performance qui est derrière, et on oublie de faire les choses simplement pour les faire elles-mêmes. Et donc, je pense que vivre slow, on peut le mettre en contraste par rapport à tout ce qui est rapide. Et la rapidité, bien sûr, a un avantage. Ce sont les automatismes. Lorsqu'on apprend quelque chose, on finit par le connaître par cœur et pouvoir le faire de manière automatique, comme conduire. Alors le désavantage de l'automatisme, c'est que nous ne sommes pas présents. Et vivre slow, c'est amener de la présence dans notre vie, beaucoup plus de présence, avec deux grands avantages. On va dire le premier, c'est de savourer la vie. On peut passer à côté de l'existence et ne pas savourer toutes les belles petites choses qui donnent du sens à la vie. Et l'autre point, c'est que certains de nos automatismes ne sont pas positifs pour nous. Un automatisme qui nous amène à nous énerver ou à fuir et ainsi de suite. Et le seul moyen peut-être de réellement prendre conscience de l'automatisme, c'est de ralentir. Et en ralentissant, on peut commencer par avoir un regard très clair sur notre manière de fonctionner et peut-être par la suite apporter quelque chose de différent. Mais ça s'applique à tous les domaines de notre vie évidemment. Dans mon cas par exemple, je peux m'attacher à être un slow papa plutôt qu'un papa dépêche-toi. Et pourtant, c'est tellement facile lorsque le matin, on a toutes ces choses à faire, de mettre cette pression dans notre vie, sur notre enfant, toujours tout devoir faire plus vite, alors que pouvoir s'arrêter, prendre le temps, ce n'est pas perdre du temps. C'est peut-être le contraire, c'est gagner du temps de vie véritable. Tous ces moments où on perd son temps dans une file, les moments d'attente, et ces moments-là, on les perd pourquoi? Parce que notre tête mouline à 200 à l'heure, alors que si on peut se déposer, est-ce que ce n'est pas du temps de qualité que l'on peut gagner? Justement, quand je vous entends, je pense à Timothy Ratcliffe, qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici, qui lui dit aimer, c'est prendre le temps de le perdre, mais ensemble. Ça rejoint un peu, je pourrais lui dire que c'est un slow théologien. Tout à fait, oui, complètement. Parce que aimer, peut-être, c'est aussi une composante, en tout cas de l'amour, c'est être attentif. Et être attentif à quelque chose, ça demande de prendre du temps. Et en même temps, prendre ce temps-là, ça nous permet de redonner du sens aux choses. C'est nous attacher plutôt aux choses pour elles-mêmes, et donc c'est donner du sens. C'est tellement important. Et justement, vous incitez, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'instant présent. Qu'est-ce que ça nous apporte de revivre l'instant présent? L'instant présent, on pourrait l'imaginer comme étant une deuxième dimension du temps. Il y a une dimension du temps qu'on peut voir comme étant tout à fait horizontale. On court entre le passé, le futur, entre nos différents projets et nos objectifs, nos attentes, nos exigences. Et puis, il y a une dimension peut-être verticale du temps. Et cette dimension verticale, c'est comment pouvons-nous mettre de la présence à chaque moment pour habiter plus pleinement notre vie. Alors, si on dit pour être plus heureux, on pourrait se dire que dans être heureux, le mot le plus important, c'est être. Et cette forme d'être, de présence, elle passe peut-être par une forme de ralentissement qui nous permet vraiment d'habiter notre vie avec plus d'intensité. Et donc, notre vie devient aussi beaucoup plus vaste. À force de courir, quelque part, les choses finissent par ne plus exister réellement. Nos relations, par exemple. Parfois, juste prendre le temps de s'arrêter et réellement écouter la personne en face de nous, voir comment ça résonne, plutôt que d'avoir déjà dans la tête la réponse toute faite. Parfois, prendre le temps simplement de goûter, de regarder, de ressentir. Dans le reportage, on voit à un moment donné, les gens, là, vous savez, ils font des gestes très lents avec les mains. Qu'est-ce que ça leur apporte justement cet exercice-là? Parce que je suppose que c'est un exercice
que vous menez dans le cadre du séminaire qui a été filmé. C'est pas en soi, évidemment. Alors on peut penser à des exercices comme le tai chi, le qigong. Ils ont certaines vertus, cette forme de gymnastique énergétique orientale, mais en même temps, ici, quand on les pratique, la fonction principale, c'est prendre conscience. Lorsque nos gestes sont extrêmement rapides, on oublie même comment notre corps fonctionne. On oublie la merveille que c'est de marcher, parce que lorsque l'on marche, la plupart du temps, on marche pour aller quelque part. On ne marche plus simplement pour savourer le fait de marcher. Et ici, ce qu'on va faire, c'est entraîner la capacité à revenir habiter son propre corps, et donc retrouver une forme de connexion beaucoup plus intime avec sa propre expérience. Et lorsque nous sommes plus présents nous-mêmes, évidemment, la conséquence, c'est que nous sommes aussi beaucoup plus présents aux autres et à la vie. Et on pourrait dire que ça nous connecte aussi à toutes les choses importantes de notre vie. Et par exemple, on pourrait dire qu'une slow attitude, c'est aussi une attitude qui nous ramène au sens et à l'altruisme et au lien avec les autres. Pas seulement au niveau individuel, on peut penser aujourd'hui à ce qu'on appelle le mouvement de la transition, qui est un mouvement extrêmement important dans le monde et en Belgique également, où on propose d'avoir une forme de décélération importante au niveau économique et de favoriser plutôt des cycles beaucoup plus lents, des cycles courts, cultivés plus proches de chez soi, avoir une agriculture beaucoup plus responsable et aussi pouvoir partager. Donc ça amène les gens à être beaucoup plus créatifs, à amener du lien social, plus de partage, mais aussi beaucoup plus de lenteur. Je crois que quelque part, quand on parle de lenteur, moi le mot qui vient directement, c'est authenticité aussi. C'est ce qui vient avec. Justement, dans cette authenticité, quand vous parlez d'authenticité, est-ce que c'est quelque part un des fruits de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de la pleine conscience? Oui. À nouveau, ce sont des mots, mais la pleine conscience qui nous propose de nous arrêter, d'être beaucoup plus attentifs, mais pas seulement attentifs, mais aussi ouverts et bienveillants. Et donc c'est un retour dans une forme de lenteur d'habiter l'expérience, mais pour être bien sûr ouvert au monde, ce n'est pas un repli sur soi-même. Bien évidemment, oui. Mais ça ne va pas de soi, parce que quand j'ai assisté à vos séminaires, quand même, vous incitez les personnes qui sont présentes à faire ces fameux exercices tous les jours et oui, de temps en temps à avoir des petites piqûres de rappel, comme vous dites. Évidemment, puisque nos automatismes, en tout cas les miens, ils nous reprennent tellement rapidement. Il y a tellement de choses à faire dans la vie, on est tellement tout le temps occupé, qu'on prend rarement le temps à s'occuper peut-être d'une des choses les plus importantes, c'est notre propre espace intérieur. Parce que quoi que soit la chose importante dans notre vie, que ce soit nos enfants, nos conjoints, notre travail, et même le monde qu'on veut aider à aller mieux, est-ce que ça ne commence pas dans notre expérience? Si on ne prend pas soin de celle-là, comment prendra-t-on soin du monde et de la vie? C'est peut-être quelque part là que la pleine conscience nous interpelle en nous disant « c'est ici et c'est maintenant que tout commence ». Et donc il n'y a pas d'opposition par rapport à une forme d'action, mais c'est peut-être le message qui est là de nous dire le monde que l'on veut voir advenir demain, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit l'incarner? Parce que si je n'incarne pas juste là, maintenant, ici, ce que je veux voir demain, un monde plus généreux, plus ouvert ou plus gourmand, ce monde, peut-être qu'il n'arrivera jamais. Pleine conscience, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est une forme de spiritualité, au sens de spiritualité de vie? Oui, et à nouveau, c'est une question de définition. Si le mot spiritualité fait rapport à deux choses, un qui est l'esprit et l'autre qui est le lien, bien évidemment, c'est une forme de vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle nous invite à comprendre le fonctionnement de notre propre esprit, dans lequel le monde apparaît sans cesse. Si je ne connais pas mon propre esprit, comment est-ce que je veux apprécier la vie? Et la deuxième chose, elle nous amène à avoir plus de liens avec nous-mêmes, plus de liens avec les autres, plus de liens avec la vie. Et donc, je pense que dans cette définition-là, c'est une démarche profondément spirituelle, et je crois que la plupart d'entre nous sommes en recherche de cette forme d'authenticité, et de lien. Justement, est-ce qu'il y a un risque dans ce que l'on voit, de ce que vous dites, qui est un phénomène de mode, ou bien est-ce que vous pensez que ça participe à une prise de conscience qui, quelque part, va conduire vers un autre type de société? Je pense qu'il y a les deux, comme vous le dites. Alors, le risque de l'instrumentalisation, il est partout. On peut instrumentaliser la méditation de pleine conscience elle-même. Et donc, c'est-à-dire que l'on médite pour quelque chose. On va amener ça dans une entreprise pour que les travailleurs travaillent encore plus, qu'on puisse leur mettre encore plus de pression, évidemment. Ou pour soi-même, on pourrait être quelqu'un qui instrumentalise sa propre pratique en cherchant un objectif. Et alors, on passe à côté de ce qu'est la pleine conscience. Et par ailleurs, on pourrait être en train de marcher très, très lentement et d'avoir la tête qui mouline à 100 à l'heure et être plein de jugement. Et donc, ce n'est pas une forme extérieure, c'est une attitude intérieure. Et en même temps, par rapport à ce que vous dites, oui, je crois qu'il y a un mouvement de fond, d'authenticité et d'appel à plus de liens et d'altruisme qui va amener une société différente. Et cette société-là, ce n'est pas qu'elle va arriver, je pense qu'elle est déjà là.
Et quand on voit toutes ces alternatives dont on parle, ce sont déjà tous les symptômes positifs du monde de demain qui est déjà là aujourd'hui. Et la question, c'est comment peut-on favoriser, faciliter, et peut-être chacune d'entre nous, dans notre vie au quotidien, participer à ce monde différent. Ce monde qui aura plus de sens peut-être, ce monde qui ouvre plus de place à chacun et chacune d'entre nous, dans une forme de diversité, mais aussi de présence plus lente, plus vivante. Un monde plus solidaire aussi, justement, est-ce que c'est une des conséquences de ce mouvement de remettre de la lenteur dans la vie, qu'on prenne conscience de cette solidarité nécessaire à notre humanité? Complètement. Je crois que les deux sont tout à fait liés. Donc cette lenteur nous amène au lien. Et le lien nous amène à la solidarité, nous amène à reprendre conscience que nous sommes liés, et je crois pas seulement aux autres, mais à la vie et à la nature. Quand on voit le mouvement slow relié à nouveau à l'agriculture ou à l'économie, c'est cette prise de conscience à nouveau que nous sommes partis de la vie, de la terre et de l'écologie. C'est pas comme si c'était deux choses différentes. Et donc, comme nous sommes tous liés, prendre soin de nous-mêmes, c'est aussi prendre soin des autres, et vice-versa. Corinne, vous avez dit, il y a 20 ans, je vous aurais posé la question, il faut être slow, vous m'avez dit, mais je vous aurais dit, il faut être bio, il faut être vert. Mais quand j'entends Ilios Kotsou quand même, je pense qu'aujourd'hui encore, vous pouvez dire, il faut être bio, il faut être vert. Et d'après moi, c'est un peu en lien avec votre deuxième reportage. Avec le reportage, oui. Et donc, je voulais aussi ajouter, c'est que le slow, c'était vraiment invité dans pas mal de domaines. Il y a aussi le slow art, par exemple, où pendant certaines périodes de l'année, des musées incitent les visiteurs à venir, avec différentes techniques qu'ils ont mises au point, se pencher sur les œuvres d'art d'une manière très, très lente pour se les réapproprier. Donc, c'est assez intéressant. Il y a du slow journalisme aussi, où à la place d'écrire des brèves, les journalistes écrivent sur 3-4 pages, et il y a même des magazines qui ont repris ce concept et qui ont pas mal de succès. Et puis, comme vous le dites, il y a certaines villes qui en ont fait leur credo, comme celle que vous allez découvrir maintenant, et qui repensent au bien-être de leurs habitants, au niveau de l'agriculture, au niveau des liens sociaux. Je vous laisse découvrir tout de suite le reportage que nous avons réalisé. En Hainaut, la famille de Venin élève des vaches pinoires. Et comme ce n'est pas toujours rose dans la vente du lait, Françoise et Stéphanie, sa belle-sœur, se sont lancées dans la production de fromage, de beurre ou de yaourt. Loin de la standardisation galopante des grandes entreprises, elles prennent ici le temps de développer leurs produits. Tout se fait à la main, ou presque. Le but est de pouvoir vendre tout cela au marché de Silly, mais surtout d'y rencontrer vraiment les acheteurs. En fait, c'est ce qui les intéresse. Ici, ce qui est très chouette, c'est d'aller au marché, pouvoir parler ensemble, pouvoir parler comment on fait nos yaourts, par exemple. Donc, non, c'est une très belle relation. Silly est un village particulièrement sensibilisé par le bien-être de ses habitants et qui a voulu faire du slow son credo. En témoigne l'escargot qui orne la maison communale. Alors l'escargot, d'abord je parlerai du dicton lentement mais sûrement. Donc ça c'est vraiment une bonne représentation du symbole de l'escargot qui est un symbole qui représente chez nous les philosophies slow qu'on développe à Silly, c'est-à-dire le slow food et le cheetah slow. À la fin des années 80, le slow food refuse les dictats de la malbouffe et devient une vraie philosophie qui incite à renouer des contacts entre commerçants et consommateurs. Et puisque le slow food, c'est aussi une manière différente de produire, Greta s'est lancée dans la croquette. Seulement 3 jours par semaine. Un rythme qui lui convient. Cheetah Slow est donc un réseau international des villes du bon vivre. Elles seront bientôt 7 en Belgique à avoir signé la charte. Un projet qui regroupe 30 pays et plus de 200 villes. Leur but étant de créer une dynamique associative et institutionnelle et de redonner à ses citoyens le goût de partager du temps ensemble. Et je pense que c'est très intéressant de réaliser justement des partenariats et de tisser vraiment des liens entre les différents publics par des activités comme la balle pelote par exemple, qui vraiment parvient à recréer des liens sociaux entre les différents publics cibles, les jeunes, les plus âgés, avec un transfert de savoir-faire au niveau du patrimoine et du culturel.
Les écoles participent également au projet, en éduquant les enfants dès leur plus jeune âge. Cet après-midi, Madame Lydia jardine avec ses élèves. L'occasion de leur transmettre sa passion pour des légumes sains et de leur apprendre que dans la nature, tout demande du temps. Un potager comme ceci, est-ce que c'est une école de la patience en fait? Ah oui, notamment, c'est vraiment une école de la patience, c'est vraiment venir voir un peu tous les jours ou à un certain moment, pas tous les jours, mais et voir que ça évolue, ben voilà, il faut attendre pour pouvoir manger son légume, il faut attendre pour manger son fruit. Voilà, apprendre à être patient, ça se fait beaucoup. Et pour rendre la vie de sa population toujours plus agréable, la commune a aménagé ses bassins d'orage en de véritables réserves naturelles. Silly est décidément une commune où il fait bon vivre et un exemple concret de la slow attitude. Corinne, pourquoi le Cheetah Slow? Mais Cheetah Slow, parce que c'est un mouvement qui vient d'Italie, donc qui a vraiment été fondé là-bas. D'ailleurs, en Italie, de nombreuses villes font partie de ce mouvement. Vous l'avez vu dans le reportage, en Belgique, il n'y en a jusqu'à présent que 7. Il y a d'autres villes, vous pensez, qui vont petit à petit aussi entrer dans ce mouvement? En tout cas, il l'espère bien. Mais chaque ville doit avoir vraiment un dossier d'excellence qu'elle doit présenter très régulièrement. Tous les 4 ans, par exemple, des juges viennent vérifier si la ville a toujours tous ces points qu'elle suit régulièrement. Et les gens de Silly, est-ce qu'ils sont vraiment plus heureux que les gens des communes avoisinantes qui ne sont pas de Cheetah Slow? Écoutez, je vais vous dire que oui, même si de temps en temps, j'ai rencontré notamment sur le marché certaines personnes qui me disaient « Allez, madame, slow, c'est bien beau, mais c'est un peu du marketing, n'est-ce pas ?» Vous, Ilias Kotsou, vous dites que c'est un peu plus que du marketing quand même, mais le fait reprendre le temps, d'être heureux, etc., est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette espèce de philosophie du bonheur constant à chercher, etc. Est-ce qu'il n'y a pas la mise en place de faux bonheur? Je pense que dans votre livre, Éloge de la lucidité, vous abordez ces thématiques-là, justement. Oui. Et donc, à nouveau, c'est totalement en lien avec ce qu'on dit ici. Lorsque le bonheur est quelque chose que l'on doit faire, on doit être ailleurs, toujours essayer d'obtenir quelque chose. Le bonheur que l'on achète, ce n'est pas un bonheur durable et réel. Il n'existe pas, ce bonheur-là. Si le bonheur n'est pas quelque chose qu'on peut vivre juste là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que le bonheur existe? Et vous parlez d'Italie, Cheetah Slow, ça me fait penser à un mot farniente. Et farniente, si on regarde l'étymologie du mot, c'est ne rien faire. Et l'idée du bonheur, c'est peut-être aussi être capable de ne pas être toujours dans le faire, mais dans la dimension d'être, d'habiter pleinement sa vie, d'être présent à tous ces petits moments de la vie. Et si on passe à côté, on pourrait peut-être passer à côté de la vie elle-même. Et c'est dans tout. En venant ici, je me suis retrouvé ralenti, slow, sur l'autoroute parce qu'il y avait des travaux. Et la question à ce moment-là, c'est souvent dans ce moment-là que je suis le moins slow, parce que ma tête commence à mouliner, je commence à me dire mais qu'est-ce qui va arriver? Je vais arriver en retard, à stresser, le cœur s'accélère. Et c'est là que ça devient intéressant de pouvoir sortir de l'automatisme, s'en rendre compte, me rendre compte de ma respiration, et puis habiter pleinement cet instant. Et au lieu de perdre du temps sur l'autoroute, je viens de gagner des précieuses minutes de ma vie en étant pleinement présent. C'est-à-dire, ok, mais ça s'exprime comment? Vous dites pleinement présent, vous êtes dans un embouteillage. C'est quoi? C'est quelque part se dire, voilà, ça ne sert à rien de toute façon de m'en faire parce que de toute façon ça n'ira pas plus vite. C'est cette prise de conscience-là, ou bien c'est de me dire, voilà, C'est exactement ça. Et alors je sors de ma tête et je viens habiter mon expérience qui est mon corps. Et donc je prends conscience de ma respiration. Et puis je peux sentir le volant, je peux sentir les pédales, et puis je peux regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il y a les voitures, il y a le paysage, il y a tout à coup un très beau nuage ou un oiseau qui traverse le ciel. Et donc c'est vraiment être présent à tout ce qui est là. Mais ça passe vraiment par une expérience concrète du corps. Et ça revient aussi à dire, c'est pour ça que dans la méditation de pleine conscience, on travaille ces mouvements très lents, on travaille cette marche en pleine conscience, on travaille cette attention au corps, puisque le corps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus direct pour nous ramener au moment présent. Et on pourrait dire encore plus direct, c'est notre respiration. Elle est toujours là. Maintenant, vous, moi, tous ceux qui nous regardent respirent, et pourtant la plupart d'entre nous, avant que je ne le dise, n'étaient pas présents à leur propre respiration. Et on pourrait dire que c'est comme une amie qui est toujours là, c'est à portée de main. Ce n'est pas quelque chose qui est très loin, qu'il faudra atteindre ailleurs, c'est juste là à portée de main, s'arrêter, juste maintenant, et constater que nous respirons. Et est-ce que ce n'est pas à nouveau constater que nous sommes vivantes et vivants? Et plutôt que d'être dans ce dicton qui dit « bonheur, je t'ai reconnu, au bruit que tu as fait en partant », après, on peut constater que maintenant on est vivant.
Et j'ai une amie qui, sur son lit de mort, me disait, et vraiment une situation terrible, après des années de lutte contre le cancer, quand je lui demandais comment est-ce qu'elle faisait pour être aussi vivante, ouverte avec nous tous. Elle nous disait, Ilios, tu sais, si je suis encore vivante maintenant, est-ce que ce n'est pas qu'il y a plus de choses qui vont bien dans ma vie que de choses qui ne vont pas bien? Et vivre plutôt au présent, c'est aussi pouvoir reconnaître maintenant tout ce qui va bien. Non pas d'inventer quelque chose, mais c'est dans le moment présent, qu'est-ce qui va bien? Pouvoir le reconnaître, pouvoir le savourer. Justement, quelque part, ça demande une introspection constante, ça demande une réflexion sur ce que je vis sur cet instant, et c'est quelque part profiter de l'instant présent qui m'est offert. Oui. Alors plus qu'introspection, je dirais attention, c'est une question de mots, puisque l'introspection parfois peut faire référence à de nouveau la tête qui part, et la mienne elle part déjà tellement. Et moi je crois que justement mon chemin ça a été de moins partir dans mon petit bonimenteur, là qui est toujours en train de commenter, de juger moi-même, les autres sans arrêt, pour venir plutôt à une expérience concrète, sensorielle en fait. La méditation c'est habiter le monde au travers de nos 5 sens, et pas seulement être en relation avec les autres et le monde avec le filtre de nos pensées, de nos jugements, de nos idées. Je n'ai rien contre ces pensées, ces jugements, ces idées. Elles sont tellement utiles, mais quand elles prennent toute la place, est-ce qu'on savoure vraiment encore la vie? La méditation, justement, dont vous parlez, c'est quelque chose qui demande un exercice ou bien c'est quelque chose qui peut se vivre n'importe où? Si je reprends le cas de votre embouteillage de tout à l'heure, est-ce que vous pouvez vous dire, tiens, voilà, je vais profiter de cet instant, de cette réalité-là, pour vivre ce temps de méditation? Je pense que vous le dites très bien. Je crois qu'une méditation qui serait uniquement un exercice, et puis après on va pourrir la vie de son voisin, on n'écoute pas ses enfants, on traite mal son conjoint, je pense que ça n'aurait aucun sens. Si on médite pour devenir plus rigide, ou pour juger ceux qui ne méditent pas, quel est le sens de tout ça? Et méditer, c'est être présent, et donc c'est comme vous le dites, je pense, une attitude dans la vie. Alors les deux ne s'opposent pas à nouveau. Le fait de s'asseoir de temps en temps sur une chaise, parce qu'il ne faut pas être sur un coussin, ou sur un coussin, nous permet de cultiver, comme on cultive un muscle, une forme d'attention, mais qu'il faut mettre à profit dans la vie. Est-ce que méditer, si ce n'est pas pour être plus vivant, je ne sais pas tellement à quoi ça sert personnellement. D'une certaine manière, si je vous entends bien, tout ce qui est de cet éloge de la lenteur, cette slow attitude, c'est pas seulement des techniques, c'est une manière de vivre sa vie. Oui. Mais quelques techniques quand même sont nécessaires. Voilà. Alors les techniques, comme toujours, doivent être au service de quelque chose, sinon elles ne servent à rien. C'est quand la technique est au service d'une intention plus profonde, alors on peut être authentique, on peut habiter réellement ça dans notre existence. Et prenons l'exemple de quelqu'un à nouveau qui aurait, pour de bonnes raisons, beaucoup de choses, d'activités dans sa vie, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a un travail, que le moment de la vie n'est pas évident. Ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas être présent. Il peut justement, régulièrement, juste maintenant, s'arrêter, prendre une respiration dans ce moment-là. Alors qu'à l'opposé, on peut être quelqu'un qui a fort peu d'activités dans sa vie, mais qui n'est pas slow du tout, qui est tout à fait absent, qui est emporté par ses ruminations, par ses attentes, par ses projets, par ses regrets. Et donc c'est vraiment, je pense, dans ce que vous dites, qui est quelque chose de très juste, c'est une forme d'attitude à incarner. Sans idéal, hein, on peut se tromper 1000 fois, tomber 1000 fois, ne pas être slow pendant voilà, les 10 prochaines heures, et puis s'en rendre compte et réhabiter. C'est un chemin. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas voir à nouveau cette question comme une destination à laquelle il faudrait arriver enfin. Alors on met tous une espèce de robe d'une certaine couleur et on commence à marcher lentement dans les rues en regardant les gens avec un air profond. Ça ne serait pas tellement ça. C'est plutôt une manière de fonctionner dans la vie où à n'importe quel moment, nous pouvons nous rappeler à une dimension beaucoup plus vivante et présente de l'expérience. Est-ce qu'on ne devrait pas l'apprendre aux enfants? Je pense oui, mais nous arrivons déjà malheureusement au terme de cette émission. Merci en tout cas Ilios Kotsou et Corinne Owen d'avoir pris le temps de nous parler de ces attitudes. Je rappelle, Ilios Kotsou, qu'on peut poursuivre cette réflexion en lisant votre livre, donc Éloge de la lucidité. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci.